Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle 2D de Story Jungle. J'espère que, je ne suis pas dans le même setup que d'habitude. J'espère que la connexion Internet va tenir. Si ce n'est pas le cas, on repartira en live. Ne vous inquiétez pas. Mais ma connexion ici n'est pas hyper bonne. Aujourd'hui, on va parler d'Internet 3D, d'immersivité, et on va parler de métaverse avec mon invité du jour, c'est Alexandre Michelin. Bonjour Alexandre Michelin. Bonjour Loïc. Alors Gilles Prigent, Ah non, beaucoup Gilles, disent Loïc, mais c'est Gilles. pardon. Alors Alexandre, pour ceux qui vous connaissent, je rappelle, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je rappelle que vous êtes un homme de médias, vous avez été directeur, vous avez une grande carrière dans les médias, vous avez été directeur de l'antenne de Paris Première, directeur des programmes du groupe Canal+, et de France 5. En 2017, vous avez créé en fait Nove Entreprises qui accompagne les acteurs de la réalité immersive, et en 2021, vous créez le Knowledge Immersive Forum, le KIF, qui rassemble les innovateurs de toutes les réalités immersives au service de la culture et du savoir. Donc, vous allez pouvoir nous aider à mieux comprendre ce qu'est en fait ce monde immersif. Est-ce que c'est vraiment l'avenir immédiat? En fait, c'est ça la question du monde digital. Et on va commencer par, on entend beaucoup avec les annonces de Facebook, on entend beaucoup parler de métaverse. C'est quoi un métaverse? En fait, il y a une première question, c'est est-ce qu'on n'est pas déjà dans le métaverse, mais qu'on ne le sait pas? En fait, on est sans doute déjà dans le métaverse, et ce que Facebook essaie de faire, c'est de prendre la main sur l'accès, puisque c'est une bagarre d'accès. Tous ceux qui sont déjà dans le métaverse, essentiellement aujourd'hui, jouent. Ce sont les gens qui sont sur Roblox, sur Fortnite, et qui sont déjà dans des univers persistants, où il y a une très forte interaction sociale. Et en fait, c'est pour ça que Zuckerberg s'y intéresse. C'est d'abord du social. Et puis, ce qui est important dans les perceptions, c'est que c'est de la 3D. C'est-à-dire qu'on est dans l'œuvre, en fait. On est dans l'écran. Et en tout cas, on est entouré visuellement, mais aussi par les oreilles, de manière sonore, par un environnement. Et c'est cette recréation de l'environnement qui crée cette impression. Et pourquoi c'est important? Parce que cette impression, en fait, elle n'interagit pas avec les mêmes parties de votre cerveau. Elle interagit avec des émotions, elle interagit avec toutes les perceptions qui sont presque non conscientes, qui sont dans le cerveau limbique. Si ça vous intéresse, les conférences du KIF sont disponibles sur YouTube. Donc j'en C'est profite bon. pour faire un petit peu de publicité. On a 30 heures de 4 jours de programme. conférence. Ouais. Toutes les conférences qu'on a faites, ça va de Jean-Michel Jarre qui est venu nous expliquer comment les concerts étaient transformés avec son producteur qui est Louis Cecciotolo, jusqu'à Marc Petit qui est le patron de Unreal Engines qui nous a accordé un entretien. Donc il y a vraiment les acteurs de la transformation immersive qui sont là, les musées, et ça permet de Alors, comprendre que c'est un univers très riche dans lequel il y a une multitude d'expériences. justement, alors on va essayer de descendre dans cet univers et de bien comprendre de quoi on parle. D'abord, l'Internet 3D, c'est pas nouveau. Pour les plus anciens, Bon. on se rappelle de Second Life. Oculus, ça a été lancé en fait en 2012, donc il y a presque 10 ans. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle autant? Qu'est-ce qui fait que le métaverse et la création de métaverse va devenir possible? Quelles sont les ruptures technologiques qui le permettent? C'est possible aujourd'hui parce que il y a, comment dire, dans les fondations aujourd'hui, tous les éléments pour le faire vraiment. Le cloud, qui est de plus en plus important et de plus en plus puissant, l'hyperconnectivité qui va avec le cloud, le débit, la 5G et demain la 6G, l'intelligence artificielle, qui est en train d'exister partout. Cet ensemble d'éléments fait qu'on va pouvoir maîtriser un maximum de données dans des univers en temps réel, avec des moteurs de jeux vidéo, avec des cartes graphiques extrêmement sophistiquées. Et donc, ce qui était un fantasme de la science-fiction, c'est-à-dire de pouvoir être immergé en gros dans la matrice, dans un monde qui est de fait de 0 et de 1 d'informatique, c'est une réalité aujourd'hui pour ceux qui jouent, par exemple, sur Fortnite. Il n'y a pas encore nécessairement la 3D et les volumes, mais l'expérience existe déjà. Et il y a donc déjà des gens qui proposent des visites dans des métaverses ou dans des espaces virtuels ou dans des espaces persistants. En général, il faut avoir ce qu'on appelle un backpack, c'est-à-dire un ordinateur qu'on met sur les épaules, et puis un casque. Et on peut visiter la pyramide de Gizeh, par exemple. C'est une société qui s'appelle Emissive. Dans l'émission que j'ai fait avec Jean-Michel Jarre, on parle, et Gaspard Giroud a monté
un univers persistant, parce qu'il n'aime pas trop lui le mot métaverse, ça s'appelle Mhm. Garou, G-A-R-O-U, Ouais. et donc vous pouvez visiter New York. Donc vous avez une représentation de New York en 3D, vous mettez le casque et vous allez vous balader dans l'Empire State Building, vous allez vous balader dans la station, la Penn Station, qui est donc la grande gare de New York, et vous avez l'impression, c'est la discussion qu'on a aujourd'hui, mais qu'on soit dans la même pièce, soit tous les deux, non pas dans un univers 2D sur un écran plat, mais chez moi dans mon bureau et chez vous dans votre bureau. Et surtout, on s'entendrait avec la perception d'une salle. Et ça change tout pour le cerveau. Alors, on va rentrer dans les exemples. Vous avez cité plusieurs technologies. On va dérouler juste un petit peu le fil. Il y a une technologie que vous n'avez pas encore citée, qui est quand même aussi très importante, c'est la blockchain et notamment aussi les NFT. Qu'est-ce que ça apporte? Comment le monde de la blockchain va interagir avec justement ces métaverses? Alors là, c'est l'actualité. Il y a une société française qui est d'ailleurs aussi présente au KIF, qui s'appelle The Sandbox, La sandbox. avec un fondateur absolument formidable qui s'appelle Sébastien Borget, pardon, et qui a créé The Sandbox. C'est un univers de jeu qui est un vrai métaverse dans lequel tout est en NFT. Tout ce qui est dans The Sandbox est un asset en crypto-monnaie. Ce que vous êtes, ce que vous créez, ce que vous fabriquez comme jeu, l'espace immobilier, tout ça, c'est des NFT. Et ils NFT, ça veut dire s'engagent à... qu'ils vont être uniques, traçables. Voilà, Potentiellement, on va pouvoir les acheter, les voilà. échanger, les vendre. Enfin, Si vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de parler avec mon avatar, c'est parce qu'il y a une vérification quelque part qui explique bien que c'est vraiment Alexandre Michelin ou que on est vraiment bien dans la jungle des formats dans votre émission. C'est-à-dire que tout est traçable, tout est vérifiable et on peut du coup savoir si c'est le vrai Alexandre Michelin ou le faux qui vous a parlé. Et à partir de là, ça ouvre des univers de possibles absolument considérables. Et donc, je vous encourage à aller faire l'expérience dans The Sandbox. Ce qui est intéressant, c'est que hier, ça a été annoncé, SoftBank a pris une participation et a fait donc une levée donc en série B dans The Sandbox pour la première fois dans des NFT. Et donc, ça veut dire que la société vaut effectivement très très cher. Le chiffre n'est pas sorti, donc c'est pas à moi de le sortir. Enfin, et 93 millions de dollars, ça donne, je ne sais pas pour combien. Donc ça, il faut regarder, et ça sera sans doute annoncé dans les jours qui viennent. c'est une Et donc, licorne. pardon. C'est une licorne, hein, très Voilà, vraisemblablement. c'est une licorne, voilà, vous l'avez dit. Et donc, on se retrouve donc dans un élément, et c'est pour ça que j'ai insisté hier quand c'est sorti, où vous vous rendez compte qu'en fait, ce qui était un jeu abstrait, on va dire, pour s'amuser, ça devient une économie réelle. Parce que si vous achetez un asset dans The Sandbox, eh ben, c'est un asset qui a une valeur que vous pouvez échanger de NFT à la monnaie qui vous intéresse le plus ou avec une carte. Et ça, pareil, il y a une très bonne séquence qui dure à peu près une demi-heure dans le kiff. Où on fait parler Sébastien Borget, une autre jeune femme qui s'appelle Justine Villegrain et un spécialiste des NFT qui s'appelle Benjamin Grauer. Et il raconte ça avec beaucoup de simplicité. Et après, il faut aller faire l'expérience, il faut aller s'inscrire. On est dans une phase de transition. Et effectivement, je partage votre avis, le métaverse plus les NFT plus les crypto-monnaies, ça permet de passer à une autre dimension. Alors, juste un mot pour dire, n'hésitez pas à commenter dans le live. Je vais essayer de reprendre des questions alors, avec un autre écran. Et donc, voilà, n'hésitez pas à commenter et poser l'ensemble de vos questions. Euh, vous aviez, vous parliez effectivement du KIP, vous aviez notamment enfin, la possibilité de discuter avec Marc Petit d'Epic Games, donc éditeur de Fortnite, qui vous disait ça va changer le monde. Oui, Métavers, ça va changer le monde. Parler le jeu du moteur vidéo, dans le le moteur 3D, de aux jeu jeux vidéo. vidéo, etc. Ça va changer le monde. Alors justement, quel exemple concret vous pouvez donner qui montre qu'on est en train de basculer dans quelque chose de différent, dans un Internet? Alors certes, l'expérience va être différente, mais qu'est-ce qui change? On avait récemment un article du Financial Times qui disait voir son collègue en 3D plutôt qu'en 2D pendant des réunions du matin, est-ce que vraiment ça change la donne? Alors, mais donc, comment on voit ce basculement vers des nouvelles possibilités, des nouvelles expériences, des choses vraiment radicalement différentes de ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent? Première précision, prenez le temps d'écouter ce que dit Marc Petit. L'entretien est très riche, ça dure 1 heure et demie.
Il faut vraiment écouter et réécouter. D'abord, Marc, il défend un métaverse ouvert, très important, sur des standards qui sont ouverts. Et pour tous ceux qui disent oui, Zuckerberg, hein, ok, il y a d'autres versions du métaverse. On dit qu'il faut que les standards soient ouverts. Le lendemain, on a quelqu'un de Nvidia qui s'appelle Rev Lebaderian, qui est le patron de l'Omniverse, donc des métaverses de Nvidia qui fabrique des cartes graphiques. Ils sont tous pour un métaverse ouvert. Donc ça, c'est très important. Ensuite, je vous donne un exemple de ce que ça va changer et regardez que montre Marc. Il explique que le moteur de jeu vidéo, qui est une formidable boîte à outils de création, permet aujourd'hui de faire des représentations quasi photographiques avec la qualité du réalisme photographique des objets qui nous entourent et de les scanner. Il présente une société française qui s'appelle Sketchfab, qui vient d'être rachetée par eux, le groupe Epic Games, qui a 6 millions de scans en 3D. 6 millions de scans en 3D. Ah oui. Ces scans, ils peuvent être faits avec votre téléphone mobile. Si vous avez un iPhone 12 Pro, vous pouvez faire des scans de tout l'univers qui vous entoure. Et le fondateur de cette boîte, qui est présent dans le kiff aussi, il raconte que tous les jours, il fait un pain. Lui-même, il adore cuisiner. Il le scanne et tous les jours, il en vend dans sa boulangerie pour deux je sais pas quoi. Et donc, tous les jours, il a un revenu de son scan en 3D de son pain. Voilà, concrètement, il y a des gens que ça amuse d'acheter le scan en 3D du fondateur de Sketchfab. Parce que c'est des scans qui vont devenir historiques. Ils spéculent, ils s'amusent, ils achètent le pain du jour de tel jour. Ça, c'est un exemple qui est rigolo, mais qui donne une idée de ce qui est en train de se passer dans ces mondes virtuels. Et puis, à un moment donné, dans la discussion, Marc, il raconte que la pub du futur, ça ne va pas être de vous imposer la Ferrari ou la Tesla ou je ne sais pas quelle voiture qu'on a envie que vous achetiez. Ce qui se passe aujourd'hui dans un média traditionnel, c'est que vous regardez un truc et puis paf, à un moment donné, on prend votre attention et puis on la met sur une voiture ou sur un objet qu'on a envie que vous achetiez. La plupart du temps, vous résistez en fait à cette pub. Et de plus en plus, vous résistez à cette pub. Vous la regardez, mais en fait, elle ne rentre pas dans votre cerveau. Donc, ils sont obligés de vous tabasser virtuellement dans tous les médias pour qu'à un moment donné, quand vous ayez envie d'acheter une voiture, vous dites, ah oui, il faut absolument que j'achète la dernière BM ou la dernière marque. En fait, là, dans ce monde-là, bah, la pub, c'est de voir cette voiture, un peu comme dans du placement de produit dans James Bond. Ah, elle est super, la dernière voiture de James Bond, c'est quoi? Et là, vous allez avoir intégré dans votre histoire la représentation. Vous pourrez rentrer dans la Ferrari de James Bond, physiquement. Vous pouvez voir, tiens, un super coffre, un habitat. Par exemple, la première chose qui vous frappe quand vous mettez les pieds dans une Tesla, c'est qu'en fait, il y a un écran. Mais tant que vous ne l'avez pas fait, moi j'ai eu cette expérience il y a longtemps, j'étais aux États-Unis. La première fois que j'ai vu une Tesla, comme tout consommateur de base, j'ai voulu rentrer dedans. Et en fait, ma perception de la Tesla, elle vient de cette expérience. Et, Donc ça et, va. et, Ouais. et c'est ça la notion qui est très importante, c'est que ça vous met dans l'expérience du produit, dans Ça- l'expérience de la situation. Donc ça va vraiment bousculer les choses. Et on a Morgane qui nous dit effectivement voir ses collègues en 3D plutôt qu'en 2D, c'est l'évolution naturelle des choses. Et c'est vrai que finalement c'est ce qu'on attend aussi du monde digital, Je c'est dirais aujourd'hui dans que l'expérience. c'est surtout les entendre qui va taper votre inconscient. C'est D'accord. qu'ils ne sont pas en face, ils sont à côté de vous. Ça, c'est ce qui se passe déjà dans les concerts. Et regardez l'émission qu'on a fait avec Jarre. Jarre, il dit, la première immersion, c'est le son. Il a raison. La première immersion, c'est quand vous passez 9 mois dans le ventre de votre mère et vous entendez ce qui se passe. Boum, 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 il se passe des trucs. La première immersion, c'est le son. Et ce qui est bouleversant dans une expérience sociale, et je l'ai faite par exemple avec Garou, je le raconte, il a ses équipes qui sont à New York. Mais je les ai rencontrés. Et un jour, j'ai fait une visite de Garou et il y avait les gens de Paris 2024 qui visitaient aussi Garou. Ben, j'étais là, je me suis dit, c'est qui tous ces gens? J'étais dans une salle avec mon casque et il y avait des gens à gauche, à droite, derrière moi. Et ça, j'insiste sur le son, parce que ça, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui et qu'on peut vivre. J'étais la semaine dernière à l'expo Muséum d'histoire naturelle Sensory Odyssey. Sensory Odyssey, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez des représentations en grand du Groenland, par exemple. Vous n'avez jamais été, moi non plus. Mais vous entendez les bruits, et les bruits sont spatialisés. D'accord. Donc c'est la spatialisation du son qui va vraiment changer la donne. Et c'est pour Alors, ça qu'on a choisi l'immersion pour le kiff, ouais. parce que je pense que dans un premier temps, c'est ça qu'inconsciemment vous ressentez, avant d'arriver au métaverse, et c'est pour ça que je dis qu'on y est un peu par petits bouts.
Donc, on parle beaucoup de métaverse suite aux annonces de Facebook, on l'a dit, qui a été jusqu'à changer le nom du groupe en Meta et qui annonce 10 milliards d'investissements dans les années qui viennent sur justement son métaverse. Aujourd'hui, qu'est-ce que les annonces de Facebook vous inspirent? Et juste une question supplémentaire pour l'industrie, je voyais que je crois que c'est Walid Youssef qui disait donc au KIF, quand ça va sortir, ce sera trop tard. Alors, deux choses. Le contexte de Facebook, il est extraordinaire parce que c'est une société qui a bouleversé les vies de milliards de gens. Il faut quand même, on peut dire ce qu'on veut de Mark Zuckerberg, mais il y a des milliards de gens qui sont dans le groupe Facebook, qui ne concernent pas que Facebook, qui concernent aussi WhatsApp et qui concernent Instagram. Donc Facebook et Mark Zuckerberg, c'est un visionnaire. C'est aussi un acteur du jeu, un peu comme Bill Gates, qui n'est pas nécessairement populaire, mais qui sait gérer des masses considérables. Et ça ne le rend nécessairement pas populaire. Et exactement comme Microsoft, ils sont dans une vraie crise, comme Microsoft en a connu à un moment donné, parce que c'est un acteur qui comme l'a dit d'ailleurs Zuckerberg, move fast and break things, c'était son motto quand il était gamin. Il casse des choses et parfois il y a des pots cassés qui ne sont pas contents, il y a des choses qui ne sont pas bien qui ont été faites. Ce qui a choqué la démocratie américaine, c'est l'assaut du Capitole, avec des gens qui venaient, qui avaient été chauffés dans des groupes Facebook. Hein, et on sait qu'il y a une dérive. Et il y a eu dans le monde entier énormément de problèmes avec la démocratie ou dans des dictatures avec ces systèmes de contrôle. Donc, ce n'est pas une plaisanterie ce qui est en train d'arriver à Facebook. Et on sait en plus qu'avec la lanceuse d'alerte, qui est une ancienne de Facebook, qui a sorti des milliers de documents qui sont devant la justice américaine, devant le Congrès américain, ils sont en vrai risque industriel. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas faire autre. Et puis, il y a Mark Zuckerberg, qui est en train de restructurer sa boîte et qui décide de passer à la vitesse supérieure, qui est une décision industrielle. Il n'est pas le seul à la prendre. Hein. Hier, Satya Nadella a annoncé dans sa présentation à lui, qui s'appelle Ignite, le métaverse de Microsoft, qui s'appelle Mesh. Ça fait des années qu'ils y travaillent, de manière tout à fait différente, sur l'industrie. Donc, le mouvement de fond sur ce que lui a appelé métaverse, il existe déjà depuis longtemps. Zuckerberg, il met l'accélération parce qu'il a un certain nombre d'éléments fondamentaux, notamment les casques Oculus qu'il va renommer, parce qu'il a une nécessité stratégique de rajeunir son audience, parce que l'audience de Facebook, elle vieillit. Et donc, il se dit, je suis collé, et il y a des conseils de communication, d'influence, de politique qui disent, t'as pas le choix, tu sautes dans le vide. Et c'est ce qu'il fait. Et il le fait à sa manière. Il met 10 milliards sur la table pour l'Europe. Il a dit qu'il embauchait 10 000 salariés. Il l'a fait aux États-Unis. Et il va recruter en Europe, dans les endroits où il est le plus en risque. Donc, c'est une grosse décision stratégique, industrielle, financière, très importante. Donc, il y a un peu d'opportunité sur le timing par Oui, rapport, effectivement, bon, donc ça, on a tous effectivement relevé, mais il y a aussi un projet de fond. Enfin, on oui. imagine que Et la il n'est pas décision populaire. d'engager 10 milliards n'est pas, Il n'a n'est été pas pas faite. populaire. Il n'est pas populaire parce Ouais. qu'il va contre tous les gens qui sont un peu libres, qui ont Mm. rêvé, comme le premier Internet, cet espace comme un espace d'expression et de liberté. Et il arrive et boum, c'est pas populaire. D'accord. Quand on parle de Facebook, vous l'avez dit, on est obligé de parler de régulation. Et effectivement, vous dites, si la formidable industrie de la réalité immersive n'est pas réfléchie et régulée, elle entraînera le pire de l'humanité. Donc, quels sont les risques? Voilà, il y a une version qu'on voit dans un certain nombre de pays, ça s'appelle la cybercrature, c'est-à-dire une dictature qui est fondée sur toutes les données qu'on a sur vous. On sait que vous êtes un mauvais citoyen, on va vous punir. Ça ressemble à un mauvais épisode d'une dystopie qu'on voit sur Netflix, mais c'est possible. On va vous punir, vous avez un crédit social qu'on fait baisser, et le jour où vous voulez aller à l'hôpital ou vous voulez bénéficier de la sécurité sociale, on dit tu as été un mauvais citoyen, on en a la preuve, tu as traversé 4 fois la rue en dehors des feux, tu n'as pas payé tes impôts, tu n'as pas le droit à l'hôpital. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est possible en Chine aujourd'hui. Et Oui, donc, bien sûr. ça, c'est un Là, monde. on n'est pas complètement dans le métavers. Mais vous dites, ça existe, ça peut Le exister dans le métaverse, métavers. imaginons que derrière
nos deux paires de lunettes, on sait tout ce qui nous intéresse. Sur les écouteurs, on sait tout ce que vous avez dit, qu'avec du speech to text, tous les mots que vous avez prononcés sont transformés dans du big data. On connaît vos opinions, on connaît tout ce qui vous intéresse, même ce qui vous intéresse de manière inconsciente, parce que vos yeux sont intéressés par des choses que votre cerveau ne verbalise pas, hein, toutes vos émotions. Et si vous êtes intéressé par quelque chose d'interdit, on sait que vous aimez des choses interdites sans que vous l'ayez dit. Donc des capteurs dans vos lunettes, c'est le plus grand cauchemar qu'on puisse imaginer pour comprendre ce que c'est que la conscience humaine. Donc oui, il faut une régulation. C'est d'ailleurs pour ça que, écoutez Rêve Lebaderian, dans l'interview qu'il nous donne au KIF avec Gaspard Giraud, il dit le bouleversement de la période du Covid, c'est que pour regarder dans tes yeux à toi, je suis obligé de regarder un écran. C'est-à-dire que je ne peux même pas avoir une relation humaine si je ne regarde pas un écran pour regarder tes yeux. Or, c'est le truc de base de l'être humain. Quand vous regardez un bébé, il vous regarde dans les yeux parce qu'à un moment donné, ça rentre dans sa conscience. Et dans la vôtre aussi. Et quand vous regardez un animal aussi que vous aimez bien, un chien ou un chat, il vous regarde dans les yeux. Ben, là, aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est un bouleversement, je passe par un écran. Cette phrase, elle est émotionnelle. Imaginez que vos émotions, dans un casque, dans vos oreilles, elles soient toutes transformées en data. C'est pas la matrice, c'est possible. Voilà pourquoi ça porte le meilleur, parce que vous pouvez être transporté. C'est des systèmes extraordinaires. Il y a HypnoVR, par exemple. C'est une application qui fait de l'hypnose et du bien-être. Ça vous relaxe. Moi, je me suis endormi un jour à Vivatech grâce à HypnoVR. J'y croyais pas. Je me suis endormi pendant une demi-heure. Ça, c'est le bon côté de l'histoire. Le mauvais côté, c'est si quelqu'un vous manipulez. Alors, un mot pour dire que on est diffusé actuellement en live sur un autre lien par rapport au lien qu'on avait posté initialement. On en est absolument désolé. Et, on a dû faire un certain nombre de manips pour un certain nombre de raisons. On ne va pas rentrer dans les détails, mais lié à ma connexion Internet qui est pas terrible là où je me trouve. Bon, peu importe. Donc, je dis ça pour Frédéric Thier qui nous demande, pour les retardataires qui viennent juste d'arriver sur le bon lien, quelle est la définition du métavers. Donc, on en a parlé. On va revenir. Vous aurez de toute façon accès au replay. Donc, on va avancer dans nos discussions. Juste pour revenir sur la partie qu'on était en train d'évoquer sur la partie régulation, j'ai entendu cette phrase lors de votre événement qui m'a beaucoup interpellé. Il va falloir démarrer comme Internet, mais pas finir comme Internet. C'est-à-dire, en gros, il y a quand même cette notion, et après je prendrai la question de Raphaël, mais il y a quand même cette question de, voilà, Internet a commencé avec l'HTML sur des protocoles hyper ouverts et se termine, alors je ne sais pas si ça se termine, mais avec des applications Facebook, etc., très fermées. C'est ça l'idée. Hein. Ouais. Disons que, d'ailleurs, ils le disent tous, enfin, les acteurs sérieux qui sont liés notamment à l'industrie disent attention. D'ailleurs, il a une phrase, Marc Petit, il dit la gracieuseté du gouvernement américain. C'est parce qu'il vit aux États-Unis depuis longtemps, il vit au Québec en particulier, donc la gracieuseté, c'est un mot qui sonne bizarrement en français. Il ne faut jamais oublier que ça a été fait par des scientifiques qui voulaient communiquer entre eux, que ce sont des recherches qui ont été poussées avec des fonds militaires. Parce qu'on voulait créer l'Internet, un système qui résistait à toute attaque, même une attaque nucléaire. Et donc, les scientifiques qui ont poussé ces systèmes avaient une vision du savoir et de la connaissance complètement ouverte. Les gens en Californie qui lancent, c'est des beatniks, c'est des anards, c'est des hippies, ils rêvent d'un monde meilleur. C'est des types, il y a des livres entiers là-dessus qui sont bourrés de psychédéliques dans la tête et dans le rêve. Pour autant, Steve Jobs en est le symbole parfait, c'est devenu le plus grand capitaliste du monde, parce qu'à un moment donné, il a créé des systèmes, il les a déposés, il a mis dans des licences, et les deux sociétés, voilà, jusqu'à peu, la société la plus valorisée, c'était Apple. Elle a été fondée par quelqu'un qui a un fantasme de liberté absolue, et puis en même temps, un système de propriété, de valorisation boursière, et un outil industriel qui s'appelle Apple. Et donc, oui, il y a un fantasme de liberté absolue, et puis il y a une réalité où ça a été privatisé.
Ça a été privatisé de plein de manières différentes. Hein. Faut pas faire de Apple le grand méchant. Il y a Apple, il y a Google à partir du système de recherche parce qu'en fait, on s'y retrouve pas. C'est toujours encore une fois une bagarre de l'accès. C'est tellement compliqué que le gars qui vous le simplifie, ah bah, vous lui donnez une prime et lui, il vend ce savoir à des annonceurs. Hein, pour vous mettre des produits devant les yeux. Facebook, c'est encore une autre histoire, c'est qu'on a tellement envie de s'y retrouver que finalement, on se met à plusieurs donc dans un système social et on finit par rester, entre guillemets, dans ce système social et en échange de nos données. Donc, il faut imaginer ces mondes-là qui sont déjà un peu troublants quand on voit ce qui s'est passé pour la démocratie américaine ou pour d'autres secteurs, ou pour la publicité. La publicité, elle marche. Hein. C'est pour ça qu'ils sont devenus aussi puissants et riches. Alors, vous imaginez ça en 3D. Et donc, il faut que ça soit bien géré. Là, c'est la gracieuseté du gouvernement américain, mais ça veut dire de la régulation, des protocoles. Tous ceux qui fabriquent le système qui est derrière, par exemple Nvidia, qui fabrique les cartes graphiques, ils vous disent attention là, attention. Et s'il vous plaît, donc moi j'encourage aussi ceux qui sont intéressés par ces questions à écouter un podcast qui vient d'être lancé notamment par Marc Petit, qui s'appelle Building the Open Metaverse. Construisons un métaverse ouvert, sous-entendu pas contrôlé par quelqu'un. Donc Marc Petit de Fortnite qui effectivement est d'ailleurs en bataille sur des histoires un petit peu commerciales avec les plateformes de distribution évidemment de Fortnite. Et avec Google, ils sont en bataille à la fois contre Apple et contre Google. Donc on a quand même Nicolas qui nous dit que culturellement les beatniks étaient aussi des farouches opposants à toute régulation. Et on a un débat un petit peu dans le chat avec Raphaël qui nous pose la question suivante. Finalement, effectivement qu'on a un petit peu abordé au début mais pas sous cet angle-là. La réalité virtuelle n'a pas vraiment marché jusqu'à présent. Même dans l'univers des jeux vidéo, ça n'a pas pris. Pourquoi les gens vont mettre un casque aujourd'hui? Alors, on a parlé des ruptures technologiques, mais parlons quand même un petit peu de aussi ce qu'il faut pour vivre cette expérience, c'est-à-dire passer par effectivement un casque qui n'est pas hyper agréable. Alors, les Oculus, au début, ça donnait un petit peu mal au cœur. Enfin, voilà. Quelle est votre vision là-dessus? Moi, je vais faire une analogie. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler à Paris Première, j'avais un patron qui était un journaliste hyper moderne. Il était tout content parce qu'il avait un téléphone mobile qui pesait 5 kilos, qui s'appelait Radiocom 2000. Et pour le recharger, il était obligé de le remettre dans sa voiture. Mais lui, c'était un journaliste. Il était super content qu'on puisse le joindre. Et à l'époque, faut pas oublier, il y avait que les présidents de la République, les grands PDG qui avaient des téléphones dans leur voiture. Et ça paraissait absolument incroyable. Sinon, comment on faisait? On avait des téléphones fixes hein, et c'était rentré dans les mœurs. Et au-delà de l'anecdote, voilà, on a peine à imaginer aujourd'hui ce que seraient nos vies sans les ordinateurs portables surpuissants qu'on a dans nos poches. Parfois, on en a même plusieurs. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut bien comprendre la grande convergence industrielle et le changement d'échelle qu'emmène cette convergence industrielle derrière. Pour avoir ces casques qui sont effectivement lourds, avec des batteries, qui chauffent, ça, on est à la préhistoire. Mais pour qu'on sorte de ces casques, et qu'on ait quelque chose qui soit comme des lunettes, il faudra qu'il y ait du cloud, parce que ça veut dire que toute l'informatique qui est aujourd'hui dans votre casque, gros casque, elle soit déportée quelque part. Vous n'aurez pas besoin d'avoir une carte graphique dans vos lunettes, puisque la carte graphique, elle sera dans le cloud. Mais pour que ça marche, il faut autre chose qui est de l'hyperconnectivité, qui s'appelle du edge computing, pour que y ait des différents petits ponts partout, avec du cloud décentralisé, pour que, à l'instant où vous tournez la tête, la machine recalcule ce que ça veut dire de tourner la tête. Et pour qu'il n'y ait pas ce sentiment d'écœurement ou ce truc de mal de mer, il faut que ça soit fait à une vitesse telle que vos yeux ne comprennent pas ce qui se passe. Et à partir de là, vous avez les conditions pour vivre une expérience synchronisée à plusieurs. Et moi, j'ai fait, par exemple, alors dans un système fermé, dans un backpack avec émissive, ou récemment, quand j'ai été voir Blancali, en fait, ça fonctionne. Et vous faites les visites de pyramides de Gizeh avec des amis, et vous assistez à une cérémonie faite par les prêtres égyptiens. Vous avez vraiment l'impression, votre cerveau a vraiment eu l'impression d'avoir assisté à un truc, vous avez voyagé dans le temps et dans l'espace avec vos collègues, vous étiez dans 100 mètres carrés. Hein. Mais on y était ensemble, quoi. Comme on a vu un film ensemble. Il ne faut jamais oublier cette phrase
très importante de Jean-Luc Godard. Le cinéma et le train, ça a été inventé en même temps. C'est des moyens de transport en commun. Hein. On vit un peu la même chose. C'est du transport en commun. Alors, je suis C'est d'accord. Hein. joli. Oui, mais Godard, c'est un mec génial. Et c'est des moyens de transport en commun. Et une fois qu'on a accepté ça, ça prendra du temps. Il a fallu à peu près 10 à 20 ans au cinéma pour sortir, voire 30 ans, pour sortir des Frères Lumière, Alors, pour arriver à réalité, dans les salles. réalité virtuelle ou réalité augmentée? Ou les Les deux, deux, mon mon général? général. Les deux, mon général. Parce qu'en fait, c'est des graduations sur le même thème. C'est comment on fait que l'informatique, comment on fait que le 0 et le 1, on va dire la matrice, pour faire une image de science-fiction, ou Ready Player One, rentre dans l'interaction de ce que notre cerveau perçoit comme le réel, et qu'on se fasse avoir. Et qu'on se fasse avoir avec notre consentement de préférence. Hein, c'est-à-dire, j'ai choisi de regarder ça, et donc, c'est pas toi qui vas me forcer à le faire. J'ai choisi. N'oubliez jamais que les gens, nos ancêtres, quand ils voyaient arriver un train dans une gare, dans une salle, il y a une magnifique expo à Orsay en ce moment sur le début de l'histoire du cinéma au 19e siècle. Ben, les gens étaient pétris de terreur. Ils avaient peur, ils reculaient, parce ils n'acceptaient pas l'idée que c'était qu'une image. Enfin, Mmh. même ça leur faisait peur. Comme aujourd'hui, vous avez peur d'un film d'horreur. Vous savez que c'est un trucage, mais votre cerveau, il dit, oh là là, il y a du sang partout. Ah, il est en train de crier, il est en train de se faire tuer. Bon, eh ben, il y a beaucoup de temps d'apprentissage, il y a une éducation du public, et effectivement, les outils qu'on a aujourd'hui, c'est des outils de laboratoire. Quand vous écoutez Jean-Michel Jarre, il raconte très bien que quand il a fait des concerts avec des instruments de laboratoire qui étaient des synthétiseurs, bah, il a été obligé d'inventer, mais il ne le savait pas, le mapping. Pour qu'on oublie que c'est pas rigolo de voir un type sur un piano ou sur un synthétiseur. Ça n'a aucun intérêt. Donc, ils ont fait des mappings géants pour tromper l'attention des gens. Ben, on en est dans ce phénomène, on est un peu dans la prestidigitation, on est un peu dans des gros trucs. C'est pas pratique, c'est lourd, on a des gros casques, ça fera rigoler nos enfants et nos petits-enfants. On a l'air de mouches. Enfin, c'est grotesque, je suis d'accord. Alors, on a une question. Est-ce que l'informatique quantique va permettre de résoudre les limites actuelles? Donc, est-ce qu'on a besoin de l'informatique quantique pour faire des choses dans cet Internet 3D qui arrive? Ou est-ce qu'on finalement, bon, c'est l'informatique quantique, c'est pas pour tout de suite? Je Voilà. ne suis pas assez fort en informatique quantique. J'ai des amis qui sont des scientifiques qui travaillent là-dessus, qui sont très recherchés. J'ai toujours pas bien compris. Donc, je suis très humble face à ce qui se passe. Mais quand ils me parlent des volumes que ça peut traiter, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire que la capacité à traiter énormément d'informations à l'instant T, c'est quelque chose de très important. J'ai essayé de vous dire, partager avec vous ce que j'ai compris de cette évolution Hmm. industrielle qui est derrière. Et je pense qu'effectivement, c'est comment dire, convergence de transformation qui va permettre ça. Et c'est pour ça que c'est une énorme révolution. Voilà, on n'a jamais autant géré de données aujourd'hui qu'on en gère sur chacun d'entre nous. Il y a une espèce de petite poupée vaudou chez Google de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez cherché. Ça veut dire que sur chacun d'entre nous, il y a des kilos d'informations. Évidemment, si on a un moyen de traiter ces kilos d'informations de manière rapide, de plus en plus rapide, euh, peut-être que ça permettra de faire des choses. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très forts là-dessus, qui peuvent plutôt répondre. Moi, je suis à l'écoute. Si vous pouvez m'éclairer, je suis tout à fait. Vous me connectez. Enfin, on se connecte sur LinkedIn. Vous m'expliquez. Je cherche, j'écoute, et je dirais par rapport à quelques questions que je vois les échecs du cinéma en 3D. Oui, bien sûr, mais allez au musée des arts et métiers. Regardez toutes les machines qui ont été créées avant qu'on ait réussi à stabiliser la vapeur. Hein. Bah, vous vous rendez compte qu'il y en a eu plein, il y a eu plein d'ingénieurs géniaux qui ont fait des trucs qui l'ont explosé à la figure. Il y a eu des gens magnifiques qui ont utilisé des matériaux qui servaient à rien pour faire des avancées scientifiques. Et il y a eu quelque chose de très important aussi, il y a eu beaucoup de résistance au changement. Quand vous allez au musée des arts et métiers, on vous montre une machine à tisser, et on vous demande d'où vient le mot saboter. Eh ben, ça vient des ouvriers de la soie qui avaient compris que les machines allaient les remplacer et qui mettaient leurs sabots dedans. Et donc, l'histoire, elle se répète. On fait Ouais. énormément d'erreurs. Il y a des erreurs dans tous les sens. Il y a des produits dans les musées du design qui vous font hurler de rire parce que les gens ont pensé à des trucs et puis ça ne marchait pas. Il y a des produits qui sont le cimetière du design industriel.
il y a des erreurs et il y a énormément de résistance. Hein. Et Steve Alors, Jobs, il disait dans ce discours très célèbre, la plus grande résistance, enfin, le meilleur facteur du progrès, c'est la mort. Parce que vous emportez avec vous tous vos blocages. Hein. Et puis la alors, génération qui arrive après, elle s'en fout. Alors Alexandre, avant de vous poser une dernière question sur comment les marques doivent se positionner sur Internet 3D qui arrive, deux questions. On a une question sur, le nom s'affiche pas, je suis désolé, il n'est pas C'est pas pour grave. l'enregistrer. Mais je suis désolé pour celui qui a posé la question. Non, non, mais c'est pas grave. Quel est effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque sur l'usurpation d'identité, qui est un risque qui est voilà, réel dans la vie réelle déjà? Des- On va pas avoir en plus ce risque qui arrive. Et puis juste pour prolonger sur le débat qu'on a eu un peu tout à l'heure, on a aussi Jean-Philippe qui nous pose une question sur comment on garantit que justement l'ouverture des protocoles et faire en sorte évidemment comme on le disait tout à l'heure, ouais, on reste sur des univers ouverts. Voilà. Alors, sur les avatars, oui, oui, le risque existe déjà. De toute façon, l'usurpation d'identité, c'est pas né avec le métaverse. Hein. Je veux dire, il y a même des gens qui se font avoir par des imitateurs qui les appellent au téléphone en se faisant passer pour un président de la République et qui jouent le jeu et qui répondent n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de parler avec Nicolas Sarkozy. Donc, l'usurpation d'identité, ça se fait déjà avec la voix, ça se fait déjà avec le maquillage. Je crois que c'est Robert De Niro qui passe son temps à voyager. C'est Amélie qui nous pose la question. Oui, pardon, Amélie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est Robert De Niro qui passe son temps à voyager en étant grimé. Parce que les gens ne reconnaissent pas Robert De Niro, ils s'en fichent complètement. Hein. Et lui, il est tranquille, enfin. Donc, vraiment, c'est rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, ça change d'échelle. Et effectivement, même les gens qui ont du Bitcoin aujourd'hui se sont fait voler par des gens qui leur ont fait croire des cracks qui sont rentrés dans leurs ordinateurs. Donc, alors, manifestement, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Les gens qui sont pour le métaverse ouvert savent que c'est extrêmement important. Ça peut passer par la blockchain ou autre parce qu'il faut qu'on puisse vérifier qui est qui et que derrière chaque avatar, moi je regarde, j'ai une petite fille qui passe du temps à jouer sur Fortnite. Elle a déjà 5 identités. Hein. Donc il y en a 3 féminines et 2 masculines parce que ça l'éclate de penser qu'elle peut être un garçon en ligne. Bon, alors il y aura un système qui va vérifier qui elle est et pourquoi elle joue et sous des noms différents avec des personnages différents. Aujourd'hui, c'est attaché à votre adresse IP ou à d'autres éléments. Il y aura des systèmes d'identification et c'est fondamental. Et je pense que tous ceux qui y travaillent travaillent beaucoup sur des systèmes d'identification. C'est pour ça peut-être que la blockchain va s'imposer. Peut-être. Je n'ai pas encore de réponse. Hein. Moi, je suis très Et humble. justement, et donc votre réponse sur garantir l'ouverture, c'est aussi la blockchain. Alors, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une des raisons pour lesquelles. Mais c'est des protocoles. Hein, il y a de la standardisation. Encore une fois, écoutez, ils en ont fait que 3 podcasts, là, Building the Open Metaverse, et ils sont en train entre professionnels, je suis en train d'essayer d'ouvrir mon téléphone pour voir ce qu'ils ont sorti. Le podcast est sorti la semaine dernière parce que je crois que c'est le bon côté de l'offensive de Zuckerberg, c'est que ça oblige tout le monde à se positionner. Un building du Open Metaverse, je regarde les 3 trucs qu'ils ont sortis. Open Standard Governance, What is the Metaverse? Ils en ont fait 2. Ça, c'est pour répondre encore plus en détail à la question de Frédéric tout à l'heure. Ouais, On en parle et un c'est petit peu au début. et Building the Open Metaverse, Open Standard Governance, voilà. Et c'est D'accord. vachement intéressant. Et en plus, bon, il faut que vous compreniez un peu l'anglais, parce qu'ils s'excitent tous en anglais dans le podcast. Et puis, il y a des moments, ils sont obligés d'arrêter la discussion, parce que mine de rien, ils défendent aussi leur crèmerie. Hein. Donc, mais voilà, moi je pense qu'effectivement, il y a une partie de régulation. Je sais que ça fait très bizarre pour beaucoup de gens, notamment qui sont anards ou qui sont libertariens. Mais il ne faut pas oublier qu'on a la chance d'être sur les épaules de géants qui nous ont portés, qui nous ont donné un système avec des règles. Et c'est sur la base de ces règles qu'on peut dire qu'on est en liberté totale et absolue. Mais en fait, c'est, à mon sens, extrêmement relatif. Et effectivement, je pense que c'est de la régulation que peut venir une partie de la réponse. Il y a une autre partie qui vient Alors, de. d'ailleurs, on a Morgane qui nous conseille le podcast de Cathy Hackle qui Je vais s'appelle aller.
Oui. Metaverse marketing, voilà. Ouais, très bien. Je vais aller voir, mais écoutez, je citais celui-là parce qu'ils essayent de Mmh. chercher. Bon, Bien sûr. il y en a sans aucun doute d'autres. Moi, je crois que c'est la loi qui affranchit et que c'est la liberté qui opprime. C'est pas de moi, c'est de l'accordaire. C'est que Ah, on voit bien l'excès de liberté qui a permis à des gens comme Elon Musk ou d'autres de devenir des super milliardaires. Et on est content pour eux, qui savent plus quoi faire et qui n'ont qu'une seule envie, c'est de quitter la Terre. On en voit bien l'impasse dans laquelle ils sont aussi. Alors, moi, je suis pas libertarien, mais je comprends les discussions. Je suis pas californien non plus. Et donc, je crois notamment qu'en Europe, on a une formidable tradition parce qu'on a fait énormément d'erreurs. On s'est entretués, on a massacré, on a mis la terre à feu et à sang. Il y a aussi en Europe des droits, il y a aussi des systèmes d'État de droit. Alors, j'entends que beaucoup de gens disent que les États servent à rien, qu'il faut les détruire, qu'ils sont inefficaces. Soit. En attendant, il y a le monopole de la violence légitime et la protection de la liberté individuelle, si on est dans une démocratie. Et je pense qu'une partie de la régulation et de la discussion doit être là. Oui, ce sont des questions politiques. bon, d'accord. Donc Je ça, crois ça que nous c'est emmène clair. sur un autre débat. Moi, je voudrais juste qu'on se pose une dernière question là. C'est que effectivement, dans l'audience, on a des gens qui travaillent dans des marques actuellement. Et la question, c'est pour, je dirais, donc non pas ceux qui vont créer le métaverse, mais ceux qui vont finalement rentrer dedans et proposer diverses expériences, etc. Est-ce que c'est le moment maintenant de commencer à se pencher dessus? Est-ce qu'on est encore dans à un moment un petit peu méta? Quelqu'un disait c'est le momentum en ce moment. Voilà. Est-ce que les entreprises doivent basculer maintenant vraiment dans une logique où tout de suite commencer à regarder comment les choses vont se passer pour commencer à se positionner, ou est-ce qu'on est un petit peu tôt encore dans le processus? Alors, j'ai déjà essayé de répondre à la question qui est dans la question, puis après de répondre à la question. On est dans une culture. Oui, mais Bon parce que. programme. Oui, mais non, mais parce Allons-y, partons que comme ça. on est dans une culture. Il y a un acronyme exceptionnel américain qui s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. Ouais, bien sûr. Les gens se sont dit ah, j'ai raté le Bitcoin, ah, j'ai raté le je sais pas quoi, ah, j'ai raté le je sais pas quoi. Ok. Donc, fatalement, avant de prendre une décision, dit merde, j'ai raté. Genre, ah, si j'avais acheté du Bitcoin, je serais aujourd'hui aux Bahamas en train de profiter de la vie. Bon, j'ai pas acheté du Bitcoin, je trouvais que c'était une escroquerie. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai eu tort. Voilà, Fear of Missing Out. Ouais. De toute façon, on rate. Tous les jours, il y a des trains qui partent et tous les jours, il y a des gens qui les ratent, prendront le prochain train. Voilà. Donc, faut Et, être zen. et- et juste, j'en fais une parenthèse, on postera les liens des podcasts dans les commentaires, hein. Oui, moi, j'en Voilà. vois plein, ça m'intéresse aussi. Merci de Ouais. partager. Ensuite, moi, je crois beaucoup à ce genre Alors, d'échange et à l'intelligence collective qui en est, parce qu'on apprend de tas de choses d'autres. Donc, ensuite, est-ce que c'est le moment? Je pense qu'il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres, parce qu'ils sont dans des mécaniques où toutes ces notions vont être remises en cause. Et c'est très intéressant qu'aujourd'hui, les marques aient appris, certaines marques, certaines industries aient appris, de ne pas mettre la tête dans le sable quand il y a une innovation, en se disant, bah, c'est pas grave, voilà, je prendrai la prochaine. Il faut trouver le bon équilibre, il faut tester. C'est une remise en cause de beaucoup de principes d'organisation. C'est très amusant quand on parle avec. Il y a aussi une question de génération. Moi, je me suis amusé à faire ce débat sur les NFT, la blockchain, et sans le dire sur le métaverse avec ces deux trentenaires, quarantenaires que sont Benjamin Grower et Justine Villegrain. On sentait qu'il y avait un truc de génération. C'était évident pour eux. Et moi, j'ai une fille qui a 10 ans. C'est encore plus évident pour elle parce qu'elle me harcèle pour acheter des skins sur Fortnite. Donc, elle ne comprend même pas pourquoi je résiste à l'idée d'avoir un truc virtuel. Moi, déjà, l'idée d'avoir des trucs virtuels, ça me bouleverse. Donc, il y la avait quelqu'un qui génération. disait, dans votre événement, il y a quelqu'un qui disait, je vais sur Fortnite pour pouvoir parler avec mes enfants. C'est pas quelqu'un, c'est Marc Petit. C'est Marc Marc Petit, Petit, le absolument. directeur général de Unreal. Tout Il à fait, dit, absolument, c'était lui, ouais. il dit, il dit, il dit, moi, quand je vais te parler avec ma fille ado, ben, on va jouer ensemble et on discute. Et c'est très important. C'est aussi du social. C'est le jeu, c'est comme ça qu'on est devenu ce qu'on est. On a testé, on a fait plein d'erreurs. C'est gratuit dans le jeu de faire des erreurs. Donc en jouant, on fait plein de choses. Et on grandit aussi en jouant. Je sais que dans la culture, notamment française, il n'y a pas un grand respect du jeu. Mais le jeu vidéo, c'est la première industrie culturelle, 200 milliards de dollars en valorisation de tout ce qu'on fait tous à jouer. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que quand les gens, oh, c'est que du jeu, pas que.
Hein. C'est pas que du jeu. Il y a une partie de ce qui est en train de naître dans le jeu qui est en train de transformer, socialiser les générations qui arrivent. Donc, pour ceux qui sont en contact avec ces générations et qui vivent dans ces univers, c'est de la discipline, c'est de la gymnastique d'y aller. Parce que même si ça marche Mais, pas, on sera en phase avec une génération qui monte. C'est comme MTV pour moi. C'était d'accord. la radio, la télé des clips. Eh ben, avant, c'était la génération de la radio. Ne pas y être, c'est rater ceux qui sont en train de grandir avec. Vous dites c'est générationnel, il faut les marques qui s'adressent en fait finalement aux jeunes générations doivent y aller. C'est ce que vous dites? Est-ce que je résume Premièrement, bien? c'est même, moi je trouve que c'est de l'hygiène. C'est comme du yoga, quoi. C'est de la gymnastique à faire pour comprendre et pour sortir de sa zone de confort et de ses modèles économiques traditionnels. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais dans la télévision pendant longtemps. J'ai mangé de la télé, j'ai adoré la télé, j'ai passé des heures, c'était ma vie, la télévision. Euh, Quand je suis arrivé chez Microsoft, il a fallu que je déconstruise tout ça. C'était un changement culturel profond. Euh, et Oui, vous avez simplement été parce que responsable éditorial de MSN.fr oui, et puis j'ai travaillé avec les gens, en direct. Satya Nadella, qui était le patron à l'époque de tout ce qui était plateforme de contenu, qui est aujourd'hui le patron de Microsoft. Quand vous voyez le niveau, ils sont à 10 ans, ces gars-là. Le niveau de compréhension que ces gars avaient par rapport à ce que nous, à la télé, on avait, c'était voyage sur Mars. Bon, et ben, quand les gens de télévision ont refusé le phénomène de la plateforme, ils l'ont refusé brillamment, pas comme les gens du disque, hein. Ils l'ont refusé en gagnant encore de l'argent. Il y a quand même quelqu'un qui a maîtrisé le domaine qui s'appelle Netflix et qui est une plateforme de diffusion. Quand aujourd'hui le football français est sur Amazon, quand aujourd'hui Omar Sy et Danny Boone, les plus grands acteurs qui font le plus d'audience dans le public français, sont signés en exclusivité sur Netflix, on peut continuer à dire que les plateformes n'existent pas, ils sont juste des morts vivants. Et court derrière. Et vous regardez la valorisation boursière des boîtes de télévision, elles sont toutes à vendre. Parce que les gars Donc, se disent, mais comment on va faire pour gagner de l'argent dans la pub? Parce que toute la pub est partie sur le net. Donc, c'est vrai que ça crée une angoisse terrible chez les dirigeants. Mais il faut faire cette gymnastique. Et puis, à un moment donné, si à un moment donné vous le sentez, il faut sauter du train et aller faire autre chose. l'hygiène, le yoga, on retient. Donc, allez effectivement investir ces nouveaux territoires Parlez pour avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Moi, je vais vous dire, parler j'ai avec les vu jeunes. Roselyne Bachelot, il y a 3 semaines, au moment où on lui a présenté Blancali, puisque je préside une commission au CNC sur les expériences numériques. Et elle a dit un truc qui était vraiment remarquable. Elle a dit, moi, mon petit-fils a trouvé que mon métier de ministre de la Culture était intéressant quand il a compris que j'étais ministre des jeux vidéo. Hein. Eh bien, elle a raison. C'est-à-dire que regardez autour de vous, parlez, mettez-vous à côté de quelqu'un, comme Marc Petit, à côté de sa fille pour jouer avec. C'est la meilleure expérience. Parce que là, vous vous prenez dans la figure qu'un skin, ça coûte 4 euros. Et vous regardez le chiffre d'affaires de Fortnite, c'est pratiquement 2 milliards de dollars. C'est des faits. C'est des faits. Et donc, vous êtes bien obligé de vous dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer que je n'ai pas saisi? On a largement dépassé. Je prends quand même la question de Thierry, métaverse, publicité, BTW ou quid de la data et du RGPD. C'est vrai que, alors, on n'aura pas le temps d'aborder le sujet parce que effectivement, la question des données privées, et c'est un sujet en soi, mais on fera bien plein d'autres lives sur cette question. Moi, je voulais juste finir en conclusion, finalement. On prend la question qu'on se posait. Bon, gadget, évidemment pas, mais est-ce que c'est un avenir immédiat du monde digital ou est-ce que finalement on est en train de parler de choses qui vont devenir une réalité, allez, dans 10 ans? Moi, je pense qu'on est déjà dans le métaverse, mais qu'on ne le sait pas. En fait, le métaverse est là, c'est tout ce qui a On été est dans la fait. matrice et on ne le sait pas. C'est-à-dire, en fait, c'est l'accès. C'est Ouais. l'accès qu'on n'a pas. On cherche les portes. Ceux qui trouveront les portes, effectivement, peuvent créer. C'est tout l'enjeu des monopoles absolument terrifiants. On l'a vu sous nos yeux. Hein, Facebook, moi, je suis arrivé chez Microsoft. Les gens se posaient des questions et puis Facebook a tout balayé en 10 ans. C'est une boîte qui a 15 ans, Facebook. Enfin, on l'a vu. C'est des choses qu'on a vécues. Donc, et qu'est-ce qu'il a fait, Zuckerberg? Il a su encapsuler des choses très importantes dans l'esprit humain et dans nos expériences qui sont ce qu'on appelle du social.
Et donc, ça s'est fait à la vitesse de la lumière. Beaucoup ont rigolé, même chez les GAFA. La plupart se sont plantés. Jeff Bezos, il a dit qu'il allait révolutionner le commerce. Tout le monde a rigolé. Hein. Il a commencé par vendre des bouquins. Hein. Et puis aujourd'hui, c'est lui qui donne la loi, même au foot français. Hein. C'est un fait. Il lance des fusées aussi, d'ailleurs. Et moi, je me souviens des gens de l'industrie automobile qui rigolaient de Tesla, qui allait être capable de faire 1000 voitures par jour. Ils étaient littéralement morts de rire. J'ai des copains chez Renault qui étaient pliés de rire. Il n'arrivera même pas à faire une usine, m'ont-ils dit. Aujourd'hui, il vaut lui tout seul. Il a les moyens de racheter qui il veut, de faire qui il veut, mais surtout, il ne va pas le faire. Il a réinventé la voiture. Il y a quelqu'un de la voiture qui a fini par comprendre, qui a dit ah, mais j'ai compris, c'est un téléphone mobile avec des roues. Bah oui, il avait compris avant eux que ça devenait un téléphone mobile avec des roues. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est ça qui est flippant. Moi, j'ai l'impression qu'on y est déjà dans ce monde. Hein. Tesla, c'est une machine à prendre des datas. Votre téléphone mobile, c'est une machine à prendre des datas. Le système sur lequel on parle, il est incroyable. Il y a 5 minutes, on ne se connaissait pas. Ça fait 10 minutes qu'on est en train de partager quelque chose. Il y a des gens qui s'excitent, il y a des gens qui veulent le faire. 50 minutes. 50 minutes, voilà. Eh ben, on n'est pas tous au même endroit. On est en train de discuter. Vous m'avez provoqué, vous m'avez invité. Et il y a des gens qui sont venus. Il y en a 3 que je connais. Il y en a 15 qui veulent qu'on discute. Et j'arrive même pas à arrêter à répondre à vos questions. Donc, c'est un fait. Bon, et ben, alors, merci beaucoup Alexandre pour cette discussion très, enfin, hyper Et le réseau cache. fixée, bien Internet. Ouais, très bientôt pour des prochains lives. Et là, c'est mon réseau qui lâche un petit peu. Au revoir. Oui. À très bientôt. Au revoir. Merci.